Bonjour et bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du sujet de la dissociation. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller consulter les travaux en IFS, Internal Family System, créés par Dick Schwartz. C'est une thérapie avec une approche intégrative qui met en évidence que notre système de pensée est lié à nos sous-personnalités. Dans ce podcast, nous allons tenter de trouver des pistes de réflexion et des réponses pour des questionnements plus quotidiens comme comment se fait-il que quelqu'un puisse se couper de ses émotions? Pourquoi quelqu'un aurait envie de fusionner totalement avec la personne aimée et en même temps prendre ses jambes à son cou? Pourquoi la personne qu'on aime préfère être avec quelqu'un d'autre? Pourquoi quelqu'un peut nous en vouloir alors qu'on essaye de l'aider? Et de façon plus large, comment se fait-il qu'on puisse passer d'un état de conscience à un tout autre état de conscience? Et parfois se demander, mais pourquoi ai-je fait ça? Pour cela, je vous invite à visualiser les différentes parts à l'intérieur de soi qui porteraient une voix avec des colorations, des choix, des aspirations différentes. Ceci peut être superposé aux travaux en psychologie à propos de la dissociation, où il est question de séparation fonctionnelle d'éléments psychiques ou mentaux qui sont habituellement réunis. Quantitativement plus bruyantes que les différentes voix qui composent une personnalité, la dissociation est un trouble des fonctionnements normalement intégrés, à savoir l'identité, la mémoire, la conscience et la perception de l'environnement. Schématiquement, si l'ensemble de cette image représentait la personnalité, eh bien on voit ici qu'elle est totalement fragmentée. Et cela notamment suite à un événement traumatique. Je vais tâcher au cours de ce podcast de donner des explications de la façon la plus neutre possible. Mais si vous vous sentez activé, n'hésitez pas à mettre sur pause ou à arrêter le podcast en y revenant plus tard. La prévalence de ce trouble tourne autour des 10% de la population, avec une prédominance féminine. Étant intimement lié au trauma, on peut comprendre que la population féminine est alors plus vulnérable. Au cœur de la personnalité traumatisée, on va reconnaître assez facilement la part de l'enfant qui a en général un âge émotif plus jeune que l'âge auquel est survenu le trauma. Lorsque le fonctionnement de l'individu régresse à ce stade-là, eh bien, quelque part, il est ramené à ses tout premiers moments de vie. Pour ceux qui auraient connu des carences ou de la maltraitance au tout premier moment de leur vie et qui n'auraient pas reçu un attachement sécure et donc développé un trouble de l'attachement, on pourrait considérer cela comme un premier trauma infantile. Je vous rappelle qu'il y a plus ou moins 50% de la population qui a un attachement sécure et l'autre moitié un attachement insécure. Parmi le type d'attachement insécure, il y a 3 grandes catégories qui sont les anxieux, ou on les appelle aussi les ambivalents, les évitants et les désorganisés. Cette typologie de l'attachement rassemble toute la population et pas que les âmes jumelles ou les flammes jumelles. S'y reconnaître ne définit pas si on est dans un duo d'âmes ou pas.
Cette parenthèse faite, je reviens sur les différentes parts intérieures. La part de l'enfant est donc celle qui témoigne du désir non résolu, de protection, de sécurité, de respect et d'affection. C'est elle qui soulève les plus grandes peurs en relation, la peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être désaimé. C'est une des parts qui porte les souvenirs traumatiques et qu'on essaye bien souvent de cacher, de refouler. Parfois certains en ont honte de cette part ou la trouvent dégoûtante. Elle peut s'exprimer par des besoins excessifs de rapports physiques, notamment dans des relations exclusivement sexuelles, qui au fond ne représentent que le besoin du pot à pot lorsqu'on est un nouveau-né. C'est aussi la part qui va se manifester par des besoins d'oralité, à savoir les troubles alimentaires, le tabagisme ou la dépendance à la relation. Alors, une autre part que je nommerais la part adulte est plutôt une part aidante. C'est celle qui va faire preuve de bienveillance, de compréhension et d'écoute de toutes les autres parts. C'est elle qui va prendre le temps de réguler nos émotions ou nous donner une certaine distance par rapport aux pensées qui sont trop invasives. En général, elle se calque sur des images de figures d'attachement positives qu'on a eues. C'est la part empathique qui pousse à prendre soin de soi, à bien se nourrir, à fonctionner correctement et aussi aller en thérapie. Une troisième part bien distincte, celle que j'appelle l'ennemi intérieur. En général, elle est calquée sur la personne, l'auteur du trauma. Elle a introjecté toute la colère et toute la haine de l'auteur du trauma. Elle garde en mémoire la honte et la culpabilité d'avoir été impuissante lors de l'événement. C'est elle qui va maintenir le trauma actif en rejouant d'autres scènes traumatiques dans le présent. Lorsqu'elle agit, c'est bien souvent là qu'on se demande qu'est-ce qu'on a encore foutu. Elle critique, punit et tyrannise les autres parts. À ne pas confondre avec la quatrième part que j'ai appelée la part combative. Il s'agit d'une part défensive qui va directement monter au créneau dès qu'on se sent attaqué. C'est la part qui a envie d'avoir raison, besoin de convaincre et qui se croit invincible. Donc cette part-là, elle ne veut surtout pas être vulnérable à toute maltraitance. Le cerveau est capable de créer autant de parts que de besoins pour contenir une charge traumatique. Et donc je pourrais vous en citer d'autres, mais nous pouvons déjà comprendre pas mal de choses à partir de ces quatre parts-là. Alors il faut se rappeler que au cours d'un trauma, la personnalité va se fragmenter. Ce qui est important à mesurer, c'est à quel point le trauma a été déflagrateur en termes de sécurité intérieure. Cela permet alors de comprendre que c'est la sécurité qu'on va aller apporter à chacune des parts pour leur permettre une certaine harmonie, un certain confort. Et soyons fous, pourquoi pas une intégration et une fusion de toutes ces parts intérieures. Dans le cas du trouble dissociatif, c'est le travail du thérapeute qui va soutenir la prise de conscience, le renfort narcissique et la sécurité apportée à chacune des voies. Ce travail thérapeutique est long et fastidieux et il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. C'est accompagné d'un psychologue que j'emprunte cette voie-là depuis des années maintenant et qui me permet un certain ancrage dans le relationnel. C'est ce qui m'a en quelque sorte permis d'accueillir le Graal.
La première étape est donc de prendre conscience de son paysage intérieur. Est-il fragmenté et à quel point? Prendre conscience des mécanismes qui font suite à la peur et qui nous pilotent. Et finalement, aller apporter de la sécurité à chacune des parts intérieures pour qu'elles ne réagissent plus à la peur. Ce qui soutient l'avancement de tout cela, c'est l'accueil inconditionnel de soi, de qui l'on est et rester avec. Dans mon expérience, je n'ai aperçu ces différentes parts à l'intérieur de moi qu'au sein de ma relation actuelle. Jamais auparavant, dans aucune autre relation, j'ai pu accéder à tout cela. Et donc, je suis forcée de reconnaître que sans notre dynamique relationnelle, je n'y arrive pas. Seule, je n'y arrive pas. Le miroir entre jumeaux d'âme est si fort qu'il est plus puissant que la présence d'un thérapeute. Ici, le miracle s'est opéré lorsque l'amour en soi reconnaît l'amour en l'autre et que les deux peuvent s'harmoniser, grandir ensemble, mais cela n'a été possible qu'après tout le travail en amont avec mon thérapeute. Et donc, de mon expérience, je ne pense pas qu'il soit possible d'y arriver seul dans le cas d'une dissociation. Surtout s'il n'y a plus de contact avec la personne qu'on aime et que notre entourage ne forme pas un miroir suffisant pour nous le renvoyer. Alors abordons désormais les questions relationnelles et plus pragmatiques et plus quotidiennes à partir de ce schéma. Dans les liens d'âme, on comprend aisément la dichotomie entre l'âme et la personnalité qui pourrait en soi constituer une forme de dissociation. Alors la première question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est à savoir si c'est plus compliqué de concrétiser le couple avec quelqu'un qui présenterait une dissociation plus sévère. Donc là, je répondrai que non. Cela dépend de la confiance des partenaires l'un envers l'autre, de l'ouverture de conscience et de cœur de chacun. Je reprends donc l'exemple de la femme dont je vous avais parlé, dont le mari a 6 personnalités différentes. Eh bien, vous comprenez que c'est peut-être parfois même plus simple quand c'est très très évident. Lorsqu'on aime quelqu'un qui a un trouble dissociatif de l'identité, donc avec vraiment des personnalités bien distinctes, bien marquées, il peut y avoir un homme dans le corps d'une femme, une femme dans le corps d'un homme, un ado, un enfant, etc. Quelque part, aimer cette personne nous oblige à la prendre telle qu'elle est. Donc, en un sens, ça peut être plus simple, mais au quotidien, le chemin est sans doute plus ardu. Cet exemple est aussi fort que dans le cas où on se mettrait en couple avec une personne qui aurait une faiblesse ou un handicap incontournable. Par exemple, si quelqu'un est unijambiste, eh bien, nos attentes seront plus réalistes par rapport à qui est l'autre. On sera moins tenté d'aller le juger ou d'aller se moquer de lui. Or, dans le cas de la dissociation, parfois, elle est si invisible qu'on peut vraiment se faire très mal en relation, se blesser soi-même, blesser l'autre et blesser le lien. Soit en se jugeant soi-même, en se culpabilisant, ne comprenant pas pourquoi on choisit d'être dans ce type de relation, soit en jugeant ouvertement l'autre. Et quel que soit le type de relation dans lequel vous êtes, eh bien, sachez que je ne connais aucune thérapie, aucune méthode, aucun stage, aucun produit qui puisse changer qui est l'autre.
Ceci pour répondre aux personnes qui se disent « mais j'ai tout fait, ça ne marche pas, l'autre ne change pas ». Et donc, il s'agit vraiment d'accepter ce qui est, accepter l'autre tel qu'il est. Ensuite, la conscience placée sur qui vous êtes et qui est l'autre permettra éventuellement un petit espace de détente. Ce petit espace n'est pas à négliger car c'est bien lui qui peut apporter les plus grandes joies. Mon plus grand bonheur dans ma relation avec mon compagnon, ce n'est pas qu'il soit éveillé, éclairé ou parfait, c'est parce qu'il est qui il est et que dans le frottement avec qui je suis, nous pouvons mettre de la conscience dessus. C'est cela qui me met plus en joie, qui me fait sentir plus grande et plus vaste que s'il répondait par exemple à toutes mes attentes et tous mes besoins. Et donc, comment s'opère l'alchimie? Eh bien d'abord en soi, en chacun des partenaires, et ensuite dans la troisième entité qui est le lien. Donc moi j'ai commencé à intégrer chacune de mes parts. Je ne suis pas allée intégrer mon compagnon et il n'est pas venu m'intégrer. Et au sein du lien, cela s'opère sans nous, je dirais, cela s'opère de soi, cela s'opère naturellement, comme la nature qui pousse, la nature qui se déploie, qui s'épanouit au fil des saisons. Chaque élément, chaque problématique mis en lumière ou mis en conscience profite au lien et le fait grandir. Mais c'est tout sauf une activité volontaire. Moi, je ne vais pas vers mon compagnon pour résoudre des problématiques. Au contraire, j'en ai plus que ras la casquette. J'aimerais bien que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête jamais. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse à provoquer. On préfère même pas que cela arrive, mais cela arrive. Et donc maintenant, j'aimerais vous faire conscientiser du lâcher-prise absolu qu'il faut pour accueillir, accepter et aimer quelqu'un tel qu'il est. Et donc, même fragmenté. Pour mon compagnon et moi, il n'y a pas eu de processus vers un lâcher-prise. On l'a fait d'entrée de jeu directement parce que, aussi structuré mentalement que nous sommes, eh bien, nous avions bien perçu par nos atypismes qu'on était potentiellement fracturé par la vie. Et aussi avec l'expérience, plus j'avance dans la vie, plus je mesure la chance de rencontrer quelqu'un avec qui je peux aller aussi loin dans la relation, aussi en profondeur. Et donc très vite dans notre relation, le fait de remettre en question qui est l'autre ou son attitude, ses comportements, est devenu tout à fait hors sujet, hors propos. Et ceci, je crois que c'est grâce à la haute conscientisation de mon compagnon. Si vous rencontrez un jour quelqu'un qui a une telle capacité de conscientisation, eh ben, la personne ne vous passera pas inaperçue. Je vous le raconterai dans un prochain podcast pour pouvoir poursuivre cette élaboration-ci sur la dissociation. Pointer ce qui nous dérange chez l'autre, remettre en question ses choix, qui il est ou son entourage, présente comme un point de bascule de conscientisation au sein de la relation. C'est ce qui va amener des distorsions, des dysfonctionnements et voire une séparation. Revenons aux différentes parts intérieures et tâchons d'envisager toutes les difficultés que cela présente lorsque elles vont se confronter aux parts intérieures de l'autre. Si vous ne connaissez pas le triangle de Karpman, je vous invite à aller vous informer. Ce sujet est extrêmement important et intéressant, surtout dans le cadre des dysfonctionnements relationnels. Appelé aussi triangle dramatique,
il est à la base des jeux psychologiques de manipulation de la communication. Il s'agit d'un scénario relationnel entre victime, bourreau et sauveur où chacun qui entre dans ce triangle finit par prendre tour à tour les trois rôles et malheureusement à son insu. Lorsqu'on a une personnalité traumatisée, tous ces fragments, toutes ces parties de soi peuvent être plus ou moins bruyants et aussi également chez l'autre. Et donc, j'espère que je vais arriver à vous faire visualiser que dans ce cadre-ci, c'est Karpman augmenté d'un Tetris. Plus on avance dans la relation, plus ça s'accélère, plus on a intérêt à se positionner en justesse rapidement. En raison du matériel traumatique qui se libère, plus la relation avance, plus on a intérêt, comme au Tetris, d'aller mettre la bonne pièce au bon endroit. Et au dernier niveau du jeu, eh bien, ça ne pardonne pas. Avec la haute sensibilité de chacun et la haute conscientisation, vous comprenez que à un moment, on peut être assez usé par ce type de rapport et aspirer à être dans une autre relation plus sereine. Certains choisiront d'être en relation avec une personne plus sécure, d'autres choisiront une personne qui répondront à un des aspects les plus dominants de la personnalité, même si cette part-là, le besoin de cette part-là peut sembler incongru. Par exemple, dans le cas où on choisirait un partenaire pervers et narcissique. Il est tout à fait possible que le ou la perverse narcissique stimule intellectuellement et émotionnellement la personne et c'est ce que une de ses parts intérieures a besoin. La tierce personne répond de toute façon aux besoins d'une des parts. Mais si vous multipliez le nombre de voix d'un côté par le nombre de voix de l'autre côté, vous comprenez la complexité relationnelle et que on ne peut pas vraiment généraliser. Ici, je vous propose des pistes de réflexion. Une autre situation bien connue et courante, c'est lorsque la part d'enfant apeuré de l'un vient stimuler l'autre. Et quelle est la part de l'autre qui va y répondre de façon plus ou moins compulsive? C'est notamment la part adulte et aidante parce que nous avons tous au fond de nous un besoin de contribuer au bien-être de l'autre et des autres. Et que peut-il se passer une fois que cette part aidante a pu attentionner, donner de l'affection ou de l'aide quelconque à cette part enfant en face de soi, eh bien, il se peut tout à fait que l'autre se détourne parce qu'il a reçu ce dont il avait besoin. Je vous rappelle ici que nous parlons de situations dysfonctionnelles. Il ressent alors de la sécurité et une plus grande intégrité. Il peut très bien renvoyer l'ascenseur ou pas, remercier ou pas, cela ne coule pas de source et cela n'amène pas spécialement un engagement dans la relation. Tout dépend de la conscience de la personne. N'oubliez pas qu'ici on est au sein du trouble dissociatif, donc il est moins question de bienséance. C'est dans une certaine inconscience que tout cela se passe jusqu'à ce que la personne puisse prendre conscience de tous ces mécanismes. Je me rappelle des réactions de l'ex-compagnon avec qui je vivais, qui en une fois me disait « Non, c'est pas possible, tu te fiches de moi là ». Vous comprenez que cela peut créer pas mal de distorsions et beaucoup de malentendus au sein de la relation. Et la personne qui souffre de dissociation, elle ne le fait pas exprès. Une personne d'apparence normale peut aussi changer d'état d'esprit d'un instant à l'autre,
mais ce sera moins flagrant que chez une personne dissociée où là, c'est un changement d'état de conscience. Une autre issue possible, c'est qu'une fois que vous avez aidé la personne, elle se retourne contre vous, elle retourne sa colère contre vous. Pas spécialement directement, ça peut être indirectement, mais en tout cas, elle ne semble pas heureuse ni reconnaissante de cette aide. Et donc ici, je vous renvoie au triangle de Karpman. Cette aide, en quelque sorte, vient marquer l'incapacité de l'autre. Et donc, pour résoudre ce conflit, ce que je propose, c'est que, au lieu d'apporter l'aide directe à l'autre, ce serait d'aller stimuler sa part adulte pour qu'elle apporte l'aide dont la part enfant a besoin. C'est l'histoire d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson tous les jours. Aider quelqu'un en faisant à sa place ne lui permet pas pour autant de mûrir ni de prendre conscience de sa situation. Or, ici, ce que nous recherchons, ça va être de discerner la voie de la conscience en nous. Et aussi, ce qui est intéressant à noter ici, c'est que la part aidante, la part adulte qui va répondre à la part enfant de l'autre, ce sont deux parts égotiques. Ce ne sont pas les voies de la conscience. Donc, c'est la conscience ici qu'il va falloir solliciter. Et donc, de façon pratico-pratique, lorsque vous avez de la clarté sur l'ensemble de votre système et que vous avez reconnu la voie de votre conscience, vous pouvez alors aller vous adresser à l'autre en sollicitant les bonnes parts chez lui pour qu'il s'apporte de la conscience. C'est tout ce tissage relationnel et alchimique que j'appelle l'intégration, le fait d'aller apporter de la sécurité à chacune de nos parts intérieures pour qu'elles fusionnent et avoir cette même clarté-là par rapport aux parts de l'autre et d'y répondre adéquatement. Et donc, je témoigne qu'il est parfaitement possible de passer d'un paysage intérieur fragmenté à un autre paysage fusionné. Et que dans ce nouveau paysage plus harmonieux, lorsqu'on croit qu'on est le personnage en train de mener la barque, eh bien, il faudra encore faire un pas en arrière pour s'apercevoir qu'on est tout le paysage. On est l'amour, la conscience et le tout. Qui nous sommes est au-delà, c'est bien plus vaste que toutes les parts en nous. Vous disposez de toute la sensibilité, la bienveillance et l'intelligence pour accueillir toutes les parts en vous et d'accepter qu'elles soient vous. Ce n'est pas en les éradiquant que vous allez les transmuter. Alors, je réponds encore rapidement à une toute dernière question que je développerai encore dans mon podcast suivant. C'est pourquoi une personne peut se couper complètement de ses émotions. Eh bien, c'est simplement lorsque elle va se cacher dans l'une de ses parts. La vraie personne ne contacte plus sa conscience élargie. Elle s'est coupée d'une partie d'elle-même pour ne plus ressentir la douleur. Elle est en repli à l'intérieur d'une de ses parts et protégée par toutes les autres parts défensives. Donc, en une fois, la personne peut vous sembler tout à fait différente. Il y a même des cas où ça se voit physiquement, même la couleur des yeux peut changer. Au sein des alternances d'état de conscience, la personne peut changer d'expression de son visage. J'espère que ces explications ont été suffisamment claires et qu'elles vous ont été utiles. En tout cas, moi, c'est par cette voie-là que je suis arrivée à ma spiritualité.
C'est-à-dire que juste me contenter de préceptes pseudo-spirituels tout faits ne m'ont pas aidé au quotidien. C'est toute cette subtilité de compréhension-là qui m'a aidé. Et aussi, juste me contenter de ne pas m'identifier à toutes mes parts, comme c'est préconisé dans les voies spirituelles, eh bien, ne m'ont pas permis de les intégrer ni de me sentir en harmonie intérieure. C'est vraiment par le fait de les accueillir que je suis arrivée. Et cela va dépendre bien sûr de votre degré de sécurité à la base. Si vous avez un attachement sécure, bah oui, détachez-vous, mettez-vous à l'arrière-plan, ne vous identifiez pas. Mais lorsque vous avez un parcours accidenté, eh bien, je crois que dans un premier temps, il va falloir aller d'abord mettre de la sécurité. Quant aux grands préceptes spirituels qui diraient que nous sommes tous un et tous unis, et donc la séparation serait une illusion, certes, c'est vrai, mais est-ce que c'est si applicable que ça dans votre vie quotidienne? Une vie où vous aspirez au relationnel. C'est ce qu'à mon avis Adeline Gardinier appelle les techniques unifiées. Les techniques facilitantes. Selon moi, si la blessure est relationnelle, c'est par le relationnel que le miracle s'opère. Et ce n'est pas une voie facile. Elle requiert beaucoup de courage et de cœur. Tout dépend, comme je vous l'avais déjà dit, de la narration que vous choisissez. La vie est toujours d'accord avec vous. Elle est toujours d'accord avec le choix de l'expérience dont vous avez besoin ou que vous souhaitez. Vous seul sentez dans vos tripes ce qui est juste pour vous. Avez-vous envie de persévérer dans une expérience qui vous fait souffrir? Ressentez-vous le besoin d'aller vers cette expérience-là ou vers une autre? Vous seul avez les réponses. Et c'est la liberté avec laquelle vous savez vous mouvoir au sein de cette grande manifestation de la vie qui est votre meilleur guide. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de le partager ou de vous abonner à cette chaîne si les sujets vous conviennent. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous remercie aussi pour tous vos chaleureux commentaires. Je vous dis au revoir et à très bientôt.